C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette 13e émission de C'est l'info. C'est l'info qui consacre cette semaine une large partie de son émission aux 4e rencontres littéraires de Pau qui avait lieu le week-end dernier. Notre envoyé spécial Franck Payanav s'est rendu sur place pour un duplex exceptionnel. Le thème de cette 4e édition était la passion, les passions, avec des conférences de Robert Badinter, de Claire Chazal ou encore de l'urgentiste Patrick Pelou. Entrevue à suivre avec l'ensemble de ces personnalités dans un quart d'heure. Mais avant cela, priorité à l'actualité. Et l'actualité, c'est cette semaine le Liban. De retour après plusieurs jours passés en Arabie Saoudite puis en France, le Premier ministre libanais Saad Hariri est revenu sur sa décision de quitter le pouvoir. Prise au début du mois de novembre, Simon Rousseau des Yeux du Monde revient sur ce choix. Et puis nous parlerons également avec Alexandre Dorsil du Royaume-Uni qui a nettement abaissé ses prévisions de croissance jusqu'en 2021. C'est ce qu'a annoncé Philippe Hammond, le chancelier de l'Échiquier, au moment où l'économie est confrontée à l'impact du Brexit et à une productivité plus faible que prévu. Soyez les bienvenus, c'est parti pour C'est l'info, une heure d'actualité et de décryptage. Le Premier ministre libanais Saad Hariri est rentré mardi à Beyrouth, 3 semaines après sa démission choc depuis l'Arabie Saoudite. Voilà ce qu'indiquait donc le communiqué du bureau de presse de Saad Hariri. Sitôt arrivé tard le soir à l'aéroport international de Beyrouth, il est monté dans un convoi sans s'adresser à la foule de journalistes libanais et étrangers qui l'attendaient. Saad Hariri avait quitté dans la journée la France pour se rendre au Caire puis à Chypre avant de revenir au Liban. Avec nous pour parler de cette situation, Simon Rousseau des yeuxdumonde.fr. Bonjour Simon. Bonjour Martin. Alors pourriez-nous, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, rappeler en quelques mots l'ensemble des événements et puis insister aussi sur le fait que le système politique libanais est tout à fait spécifique. Oui, bien sûr. Donc, comme tout le monde le sait probablement, le 4 novembre dernier, Saad Hariri a surpris un peu tout le monde en annonçant sa démission depuis l'Arabie Saoudite et en dénonçant notamment une mainmise de Téhéran sur le pays, via notamment le Hezbollah. Donc, suite à cette décision, la question se posait de savoir quand est-ce que Saad Hariri allait revenir au Liban, donc pour remettre en main propre sa démission au président, comme l'exige le système politique. Et à la suite de ça, c'est vrai que face à l'absence de nouvelles de Saad Hariri et un peu l'opacité autour de cette démission, se posait la question de savoir s'il n'était pas retenu en Arabie Saoudite contre sa volonté. Donc comme vous l'avez rappelé, il est revenu à Beyrouth dans la nuit de mardi à mercredi. Afin de clarifier un peu la situation. Donc vous m'avez demandé de revenir un peu sur le système politique libanais, et c'est vrai que c'est un système qui est atypique et qui présente quand même de nombreuses fragilités intrinsèques. Donc pour reprendre les mots d'Aren Icart, c'est un système consociatif qui essaye d'associer au pouvoir les différentes confessions présentes au Liban dans une espèce de troïka qui répartit le pouvoir entre un président de la République maronite, un premier ministre sunnite et un président de l'Assemblée chiite. Donc c'est un découpage qui avait été prévu par le statut organique de 1926, puis confirmé par les accords de Taïf de 89 qui avaient mis fin à la guerre civile. Et c'est un système qui présente de nombreuses fragilités puisque les blocages politiques au Liban sont légion. Il semble peut-être bon de se rappeler qu'avant l'accession au pouvoir de Michel Aoun en octobre 2016, on avait assisté quand même à 29 mois de vacances de la présidence et donc d'un blocage politique majeur pour le pays. Quelles sont les conséquences de la démission de Saad Hariri pour la politique intérieure libanaise ? Eh bien, les conséquences, elles peuvent être nombreuses et je parle du coup vraiment avec des pincettes puisqu'on ne sait pas encore vraiment comment la situation va se décanter. Mais la démission en fait faisait planer le risque d'un nouveau blocage. Michel Aoun est arrivé au pouvoir, grâce à un accord en fait avec le Hezbollah qui a soutenu sa candidature, mais également avec le soutien de la communauté sunnite par l'intermédiaire de Saad Hariri. Et donc on s'est dit que peut-être le blocage allait être dépassé et que les trois forces étant à nouveau associées
au pouvoir, le Liban allait pouvoir sortir un peu de l'immobilisme et gérer notamment des sujets chauds, comme le conflit syrien ou encore la rivalité irano-saoudienne. Et c'est vrai que avec la démission d'Hariri, pouvait se poser la question de savoir comment allait réagir l'ensemble de la classe politique libanaise. Et ce qui a été observé, du moins pour le moment, c'est qu'on a eu quand même une certaine vague d'union au Liban autour de la question de cette démission et du retour d'Hariri. Donc Nadi Berri, le président de la Chambre, comme Michel Aoun, se sont quand même mis d'accord pour attendre le retour d'Hariri et qu'il dépose sa démission donc en bonne et due forme. Donc on observe quand même que pour le moment le système a tenu. Et il est aussi important de noter que Saad Hariri a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait donc cette démission suite à des discussions avec Michel Aoun. Donc la démission pour le moment n'est pas pleinement effective. Alors Simon, vous parliez effectivement de cette guerre irano-saoudienne. Le Liban apparaît-il comme le théâtre de cette guerre par procuration ? Eh bien oui, il semblerait que le Liban soit actuellement donc le théâtre de cette rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Cette thématique était déjà présente sur les conflits syriens et yéménites, mais aujourd'hui, il semblerait que ce soit vraiment le Liban qui cristallise les tensions. Donc, il est intéressant de noter que Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier saoudien, vient juste de solidifier considérablement son pouvoir intérieur, donc à la suite de la nuit des longs couteaux, le 4 novembre, où il a purgé, un peu l'appareil étatique pour renforcer son emprise. Et donc, dans la lignée de ce renforcement de son pouvoir, il vient d'avoir un discours quand même très très ferme sur l'influence iranienne, notamment au Liban, et notamment en exerçant, pour plusieurs observateurs, des pressions sur Saad Hariri. Donc il faut aussi voir un peu, je pense, le contexte. Dans la nuit du 4 novembre, il y a eu aussi un missile Houthi qui a été intercepté par Riyad, donc au-dessus de son territoire national. Ça peut expliquer aussi cette fermeté un peu du discours de l'Arabie Saoudite qui cherche à tout prix à contrer l'influence de l'Iran, donc comme je le disais, en Syrie, au Yémen, et qui semble aussi un peu effrayé du retour en force de l'Iran, qui, à la suite de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire, est en train de regagner une influence décisive dans la région et sur la scène internationale. Et alors justement, de nombreux analystes émettent l'hypothèse d'une préparation à la guerre contre le Liban et le Hezbollah par une alliance entre Israël, les Saoudiens et les États-Unis. Êtes-vous de cet avis ? Je me garderais bien de donner une réponse tranchée, mais il me semble que ce qu'il est important de noter, c'est que la politique américaine, donc via le président Trump, a été quand même, assez évocatrice. Donc on se souvient que le 20 mai 2017, Donald Trump a effectué sa première visite à l'étranger en Arabie Saoudite et s'est très vite félicité d'avoir signé des contrats pour près de 380 milliards de dollars. Pour beaucoup, il a ainsi donné un blanc-seing à l'Arabie Saoudite en montrant qu'il était prêt à soutenir le pays dans toutes ses entreprises et notamment sa politique étrangère. Donc, il est vrai que cela a pu galvaniser un peu l'Arabie Saoudite et faire une espèce de coalition de fait entre les ennemis principaux de l'Iran, donc qui sont l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis. Et dans cette logique, on voit bien que les intérêts pour le moment sont communs dans la dénonciation, puisque l'Iran est pointé du doigt par les États-Unis pour le développement de ses missiles balistiques et de son influence dans la région. L'Arabie Saoudite cherche à contrer cette influence dans la région et Israël, c'est une constante. Israël est farouchement opposé à la République islamique qu'elle considère comme une menace existentielle. Donc maintenant, reste à voir si on va arriver à une escalade véritable. J'ai l'impression, et c'est un avis qui n'engage que moi, qu'on est plutôt là vers une modération des discours et des positions. Récemment, la médiation française a pu jouer. On a vu que le président Macron s'était impliqué en accueillant Saad Hariri et en prenant la médiation. Et on voit bien que Washington est encore un peu hésitant quant à la suite à donner. Pour le moment, ce qui me semble le plus probable, c'est qu'on aille vers un retour à des négociations assez calmes pour le moment, mais bien malin qui peut prédire la suite des événements. Et alors en perspective de tout cela, l'Arabie Saoudite sort-elle véritablement grand vainqueur dans la région ?
Eh bien, là encore, il y a beaucoup de points d'interrogation. On a vu que l'Arabie Saoudite s'est engluée au Yémen, un conflit qui normalement aurait dû être rapide. Mohamed Ben Salman, qui à l'époque était encore ministre de la Défense, avait voulu frapper fort. Et on se rend bien compte que près de 4 ans après, l'Arabie Saoudite est encore au Yémen et que les perspectives de résolution d'un conflit qui d'ailleurs n'est que peu évoqué sont minces. Comme je le disais aussi, on voit bien que le soutien américain à l'Arabie Saoudite, est très fort dans les déclarations, mais qu'actuellement, on a plutôt une tendance à la tempérance qui s'exprime, car en effet, je pense que les États-Unis sont absolument conscients du fait qu'un embrasement au Moyen-Orient autour de la question libanaise viendrait rajouter une couche de chaos supplémentaire à une région qui est déjà bien assez déstabilisée. Donc, on peut peut-être se demander si l'intervention du président Macron pour pousser à la médiation et le retour au Liban de Saad Hariri ne sont pas plutôt bénéfiques pour l'Arabie Saoudite qui s'était peut-être un peu trop avancée avec cette attitude très agressive. Merci beaucoup Simon Rousseau, donc des yeuxdumonde.fr. Merci de nous avoir éclairé sur ce lourd dossier autour du Liban, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, mais aussi de la France qui s'est beaucoup impliquée dans ce dossier. Merci beaucoup Simon. Merci beaucoup Martin. Ici, Londres. Bonjour Martin. La campagne du Brexit était basée sur des mensonges. Les citoyens britanniques comme moi vont payer très très cher pour cette catastrophe. Nos identités européennes, notre économie et notre précieux NHS, système de santé britannique, nous ont été volés. Ce vol est clairement évident dans le budget 2017 présenté par le chancelier de l'échiquier Philip Hammond cette semaine devant le Parlement. Pour le Brexit, le nouveau budget prévoit une provision supplémentaire de 3 milliards de livres. 3 milliards de livres gâchés. Les partisans du Brexit disaient que l'Europe volait 350 millions de livres par semaine et qu'il valait mieux les donner à la NHS plutôt qu'à Bruxelles. Cet argument était utilisé sur des tracts de campagne placardés sur un grand bus rouge qui faisait le tour du pays. Mais ce n'était pas seulement des promesses non tenues, mais de la tromperie criminelle. Les chefs du service du système de santé s'alarment sur le manque de financement de la NHS du budget 2017. Le Brexit va détruire la NHS au lieu de la sauver, comme ce fut promis. Les dirigeants de la NHS ont déjà averti que les temps d'attente dans les hôpitaux continueront à augmenter gravement. L'hiver à venir s'annonce comme le pire. Urgences saturées, consultations en couloir par manque de lits, des semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Il y a déjà un grand manque d'infirmiers qui commencent à quitter la Grande-Bretagne pour l'Europe. Cela va s'empirer, mettant la vie des patients en danger. La NHS était la création la plus formidable et humaine de la Grande-Bretagne. La détruire pour payer le Brexit est un acte barbare. Les idées mènent le monde. Le week-end dernier avait lieu à Pau le salon du livre. Notre correspondant sur place, Franck Payanave, était là. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Alors tout le week-end, ont défilé des personnalités bien diverses. Quel est le but de ce salon ? Le but, c'est tout simplement, c'est déjà dit dans le titre, c'est des rencontres littéraires, c'est rencontrer des auteurs de livres de diverses cultures, philosophes, journalistes, également des professeurs d'université qui débattent chaque année autour d'un thème. Cette année, le thème, c'était la passion et vous le verrez à travers des différentes interviews. Vous allez voir que certaines personnalités que vous pensez connaître ont finalement des passions assez méconnues. Et le salon a ouvert avec Robert Badinter.
Exactement, il était présent ce vendredi, l'ancien ministre de la Justice à qui on doit à l'abolition de la peine de mort, également ancien président du Conseil constitutionnel, ancien avocat, en tout cas un très très long CV était présent et on a pu l'interroger à ce sujet. Bonjour Robert Badinter. Merci beaucoup d'être avec nous ici depuis Pau pour Les Idées mènent le monde. Première question qu'on va poser à tous nos invités. Cette année, le thème, c'est la passion. Est-ce qu'on peut parler d'une passion pour vous, la justice, vous qui avez été avocat et ensuite garde des Sceaux? Oui, je n'ai pas été que cela, j'ai été aussi professeur. J'ai aussi été président du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que sur tous ces aspects, j'ai envisagé la justice. Je l'ai beaucoup rencontré, beaucoup aimé et beaucoup comparé à la justice d'autres pays européens. Et simplement, ce que je voudrais marquer, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas concevable que nous ne construisions pas une justice à dimension européenne. Je ne parle pas déjà ici de l'heureux concours que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, a apporté au progrès de la justice française, mais tout simplement parce qu'il ne peut pas naître une grande union européenne sans qu'une justice à l'échelle européenne contrôle et développe les valeurs qui sont le fondement de l'Union européenne. Donc l'avenir, il est là pour moi, pour ce qui me reste de temps. Vous parliez justement de la justice européenne. Alors avant de revenir à vous, en ce moment elle fait beaucoup parler, notamment sur le dossier catalan. Carles Puigdemont qui est en Belgique pour demander de l'aide à la justice. Est-ce que vous pensez que cette justice européenne peut l'aider? Je pense de toute façon que telles que sont les clauses du traité, il faut bien que les amis catalans se rendent compte que quand ils croient pouvoir demeurer dans l'Union et devenir une puissance reconnue par les autres États, hélas, pour eux, je considère cette entreprise comme chimérique, que le régionalisme soit développé, que chaque région en Europe connaisse un régime qui lui permette de développer son originalité, sa spécificité culturelle, ses entreprises, ça va de soi. Mais quant à croire qu'une région d'un État européen important, comme l'Espagne, puisse devenir à son tour, avec l'approbation des autres États européens, un véritable État, alors que, vous le savez, l'Espagne s'y oppose, je pense que là, il y a une méconnaissance de la réalité internationale. On va revenir à vous quand même. Vous avez été un des personnages marquants de la Ve République. On peut en parler justement avec ce recueil d'articles, également votre discours contre la peine de mort. C'est des écrits entre 1970 et 2006. Est-ce que vous vous rendez compte d'avoir marqué l'histoire de la France en abolissant la peine de mort? Je me contenterai de dire de la justice française. Et précisément, c'est pour montrer à quel point la France, qui se proclame à travers le temps pays des droits de l'homme, c'est peut-être plus nuancé que ça. Regarde notre tragique histoire. Ceci est un des éléments de cette tragique histoire. La façon dont on a traité les bagnards à Cayenne, avant la fermeture des bagnes d'outre-mer, est une atteinte complète aux droits de l'homme. Un mépris absolu des droits de l'homme qui s'achèvera au moment du gouvernement de Vichy, qui lui n'a plus rien à voir avec la patrie des droits de l'homme, mais qui s'achèvera par un véritable génocide des bagnards. Et c'est cet aspect ignoré de l'histoire pénitentiaire que je suis venu exposer ici. Et je le fais, je le dis encore une fois, en hommage à mon ami Labarrère, qui a été grand-maire de Pau. Et je l'ai vu souvent ici, je suis venu souvent à cette époque, et dont je tiens à honorer la mémoire. Peu d'hommes que j'ai rencontrés ont témoigné d'un sens aussi profond de l'amour des libertés, de l'amour de son pays et de l'amour de la République.
Dernière question, la peine de mort justement elle est beaucoup rediscutée maintenant avec notamment les terroristes. Certains aimeraient la remettre en place pour certains cas. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Je ne vais pas changer de point de vue à ce sujet parce que des fanatiques se livrent à des attentats terroristes. J'ajoute que, au-delà de toutes les raisons qui commandent l'abolition, il ne peut pas y avoir dans une grande démocratie se veut en effet de droits de l'homme, il ne peut pas y avoir une justice qui tue. Mais je ne vais pas reprendre sur ce point une argumentation qu'on connaît. Je veux simplement marquer à propos du terrorisme lui-même. Ceux qui croient que la menace d'un procès public suivi par une demande de grâce rejetée et pour terminer l'exécution, c'est cela qui peut dissuader le terroriste. Les terroristes se font sauter en même temps que leurs victimes dans bien des cas. Ils acceptent, ils pratiquent, ils ont comme ressort la mort. Ce sont des hommes possédés par la mort. Et simplement le fait que vous conduisiez un avion vers la tour à New York, ou que vous fassiez à Paris sauter avec vos victimes, implique bien que ce n'est pas la peur d'un procès avec un peine de mort qui peut les arrêter. Non, le terrorisme a avec la mort des relations profondes et obscures chez certains êtres. Donc ne cherchez pas, n'espérez pas par le châtiment les dissuader. Et pire encore, je tiens à le dire, je suis convaincu que la peine de mort, la condamnation à mort, l'exécution de terroristes suscite le terrorisme, le fortifie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours des partisans qui partagent leur fanatisme, leurs idées morbides. Et le simple fait qu'un d'entre eux ait été jusqu'au bout de son parcours en donnant lui, la mort aux autres, mais en donnant aussi la sienne, fait de lui, aux yeux des jeunes gens qui partagent secrètement ses convictions, un héros. Un héros, c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses convictions et au besoin de lui sacrifie sa vie. Et le simple exécution d'un terroriste, sur décision de justice, sur refus du président de la République de grâce, susciterait parmi les jeunes qui, eux, partagent cette conviction morbide, des volontaires pour renouveler des attentats mortels. Et ainsi, loin d'être une arme contre la lutte terrorisme, la peine de mort, je le dis, ne fera que susciter des commandos qui porteront le nom de celui qu'on aura ainsi exécuté. Donc c'est le contraire d'une arme efficace et contraire aussi à notre conviction profonde et à nos valeurs. Merci beaucoup Robert Badinter d'avoir répondu à nos questions. Voilà, Robert Badinter, c'est l'info et Franck, hein, vous étiez l'un des seuls à pouvoir interroger Robert Badinter. Hein. Exactement, il a été demandé à de nombreuses reprises par divers médias, mais on n'a été que deux à pouvoir l'interroger avec un confrère d'une radio locale ici à Pau. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ce témoignage passionnant de cet homme, et je continue à le dire, cet homme qui aura marqué l'histoire de la Ve République. Eh bien voilà, bravo Franck et bravo, c'est l'info. Patrick Pelou était également présent. Oui, il était présent ce dimanche pour parler cette fois-ci de la passion, sur tout ce qui entoure la vie et la survie. C'est lui qui le dit. On a pu l'interroger sur son métier de praticien hospitalier. Vous allez le voir à travers cette interview. Il a une opinion très rodée sur la santé en France en 2017. Bonjour Patrick Pelou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, praticien hospitalier au SAMU de Paris. Vous êtes là pour parler de la passion de la santé en quelque sorte. Comment elle est venue cette passion ? Ah, comment elle est venue ? J'étais tout petit en fait. Elle était tout petit, puis je passais mon temps à vouloir soigner. J'aimais les trucs de soins. Donc voilà, c'est né comme ça, très progressivement en fait. Et puis après, j'avais la passion d'apprendre et des études, voilà. Bon alors, quel regard vous portez, vous qui pratiquez ce métier depuis des années, le regard que vous portez sur l'évolution et la situation des médecins et plus généralement de la santé en France aujourd'hui ?
Oh là, c'est une vaste question. Sur l'évolution des médecins, on est dans un corps qui va pas bien. Parce que les médecins n'ont jamais su se préparer au monde du travail. Donc il y en a beaucoup qui souffrent de burn-out. Donc c'est un petit peu compliqué. Et pour élargir à l'ensemble des soignants, c'est quand même très difficile. Moralement, le moral des troupes n'est pas bon. Donc je pense qu'il y a à avoir une réflexion collective sur comment aborder ce métier, comment mieux l'aborder. On voit avec des médecins généralistes qui sont dans des zones où il n'y a pratiquement plus de médecins, ils sont submergés de travail. Alors ça c'est bien pour les jeunes générations parce que c'est un métier où il n'y a pas de chômage. Donc ça c'est important, mais ça fait partie de... C'est quand même un métier qui souffre beaucoup. Maintenant, le système de santé, il est intimement lié à l'avenir de la sécurité sociale. Et ça, c'est un vaste débat, ça. Alors justement, il y a 3 semaines, lors d'une conférence, vous parliez, je cite, d'une saturation des services et d'une banalisation de la qualité des soins. Alors, question très simple, en tant que médecin, quel serait votre remède pour soigner la santé en France ? Là, à l'heure actuelle, on est trop compartimenté. Et on a trop choisi au cours des 20 dernières années le cap de la concurrence entre les systèmes. Il faut quitter ça pour arriver à la coopération entre les systèmes. C'est-à-dire coopération entre la ville, l'hôpital, entre le privé, le public lucratif, etc. C'est ça qui est vraiment capital. C'est la coopération entre les systèmes. Coopération entre... les pompiers, le SAMU, les urgences, etc. Deuxième axe, il faut absolument résoudre le problème de l'attente aux urgences en anticipant en fait, l'arrivée des malades et la prise en charge immédiate. Ça veut dire une réflexion d'organisation très moderne, très contemporaine. Bon, c'est rassurant, il y a beaucoup de travail en fait. Et surtout, remettre... c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vraiment important, remettre le malade au cœur du système et l'humanisation de la prise en charge, notamment pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Bon, dernière question, on est en plein mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Quel conseil vous pourriez donner à des fumeurs pour arrêter Non mais bon, le tabac, moi, je suis contre l'augmentation du prix du tabac parce qu'il a toujours augmenté et puis en fait ça punit les gens. Mais ça ne fait pas baisser la consommation, donc c'est complètement tartignol. C'est une responsabilité individuelle, il ne faut pas fumer, voilà. Mais maintenant, moi je suis contre cette sanction financière. Il faut qu'on ait des politiques qui soient des politiques de responsabilisation, pas de punition, quoi, en fait. Alors, en plus de ça, je trouve que c'est complètement tartignol d'augmenter le prix du tabac parce que ça va favoriser les trafics et le tabac de mauvaise qualité, donc ils vont fumer des pneus, donc ça sera encore plus grave que s'ils fumaient du tabac contrôlé. Mais la question de fond, c'est pourquoi nous avons une civilisation qui a besoin d'addiction, quoi, en fait. Hein. Et je pense qu'une société humaine, contemporaine, intelligente, c'est une société qui accepte ses vices. Donc, faut aller dans ce sens-là, quoi. Faut accepter les choses et avoir de bonnes politiques intelligentes de prévention en général. Moi, bien sûr, il y a le tabac, mais il y en a d'autres. Hein. La prévention des accidents domestiques, des accidents du travail, c'est des débats qu'il faut avoir. Hein. Merci beaucoup en tout cas Patrick Pelloux d'avoir été avec nous. Le journaliste pro-européen mais britannique Alex Taylor était également de la partie. Oui, alors il a tenu à le souligner, il n'est plus journaliste, il est désormais militant pro-Union européenne. Alors forcément, lui, il était là pour parler de sa passion pour l'Europe et on en a profité parce qu'il venait à peine d'être naturalisé il y a à peine une quinzaine de jours. Bonjour Alex Taylor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur C'est l'Info. Vous avez effectué de nombreuses revues de presse pendant des années, à la télévision, également à la radio. Et vous êtes un Européen convaincu, un pro-européen. C'est comme ça que vous vous présentez sur Twitter. Alors, étant un Européen convaincu, quel regard vous portez sur l'Europe d'aujourd'hui ?
C'est une Europe qui est à la fois meurtrie après la décision, la malheureuse décision de mes compatriotes de sortir de l'Union européenne, mais à la fois c'est aussi en conséquence de ça, c'est une Europe qui retrouve une force. Parce que si vous regardez les sondages partout, les gens se disent waouh, mes compatriotes commencent déjà à regretter, parce que selon les derniers sondages, c'est 55% qui disent maintenant, et encore avant d'être sortis, que c'est peut-être une mauvaise idée. Et les sondages partout en Europe, avec les autres Européens qui regardent ce qui se passe en Grande-Bretagne, se disent « Waouh, peut-être on ne sait pas toujours, on ne se rend pas toujours compte de ce que l'Europe représente quand même. » Donc, c'est une Europe qui retrouve une certaine force à cause, hélas, du Brexit. Alors, le thème des idées mènent le monde cette année, c'est la passion. Comment vous expliquez cette passion pour l'Europe ? La mienne ou en général ? La mienne, c'est très simple. C'est que mon père s'est battu dans la Seconde Guerre mondiale, mais dès lors que j'avais 10 ans, que j'étais assez grand, il m'a pris pour faire du camping à travers l'Europe, pour montrer à son fils dans les années 60 à quel point ce continent est quelque chose de formidable. Le fait qu'on pouvait changer d'un pays à l'autre, avec des monnaies différentes, des langues différentes, des endroits aussi extraordinaires que Venise, Munich, Paris. Il voulait montrer ce continent à son fils. Et moi, j'ai compris, parce que j'ai grandi en Cornouailles, qui était un monde assez en noir et blanc, que si je voulais vivre comme je pouvais, que l'Europe, c'était pour moi une issue de sortie, parce que je suis gay et que je ne pouvais pas le vivre à l'époque en Cornouailles. Et donc du coup, l'Europe pour moi, c'était ça ma motivation de venir, et je me sens profondément européen parce que l'Europe m'a apporté cette occasion de vivre ma vie comme je voulais. Alors, il y a 10 jours, jour pour jour, donc tout d'abord félicitations, vous avez été naturalisé français. Est-ce que vous êtes fier de cette du coup nouvelle nationalité ? Oh, évidemment. Et comment en fait, non, je suis français depuis 5 mois. Parce que ce qui fait foi, c'est l'apparition dans le journal officiel. Et après, on a une cérémonie. Alors, j'ai été tiré au sort. Il y a 220 nouveaux Français qui ont été tirés au sort pour aller au Panthéon. Et là, il y avait les chœurs de l'armée française qui, on ne savait pas du tout. Tout d'un coup, ils ont apparu, ils commençaient à entonner la Marseillaise de Berlioz, qui est la Marseillaise la plus émouvante, au Panthéon. Et en plus, il y a le ministre de l'Intérieur himself, Gérard Collomb, qui est venu nous accueillir dans la nouvelle nationalité, fier. Ça n'exprime pas le tiers de ce que j'ai ressenti, parce que on s'est tous dit avec tous ces étrangers qui étaient là que waouh, ils ne se sont pas fichus de nous. Et faire une telle cérémonie pour accueillir des gens qui déjà avaient très envie de devenir français, j'avais des frissons. Et non seulement je suis très fier maintenant d'être français, mais je suis avant tout fier de rester, grâce à la France, européen. Dernière question, on en parlait en début d'interview, vous avez fait des années et des années de revues de presse à la radio et à la télé. Est-ce que la revue de presse vous manque, vous qui vous l'avez faite pendant tant d'années ? La revue de presse me manque énormément parce que j'ai fait pendant 30 ans. On s'est un peu frité avec France Inter. Si vous voulez que je passe plus tôt, j'ai dit non. Donc tout d'un coup, j'avais dit mais c'est pas possible, je peux pas le lire tous les jours. Il passait à 6h du matin. Ça faisait de l'audimat à 7h. Ça me manque le fait de lire ces journaux parce qu'au début j'avais l'encre sur mes doigts, l'encre qui venait de Berlin, de Barcelone, de Dublin. Mais après ça s'est fait beaucoup sur Internet. Ça me manque, mais en même temps je me demande aussi depuis le Brexit si je serais capable de faire de bonnes revues de presse. Parce que le Brexit, je marque sur mon compte Twitter, Alex Taylor News, que je ne me considère plus comme un journaliste, je suis un militant pro-européen depuis le Brexit. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien qu'un militant. Le Brexit m'a rendu militant. Je ne suis pas sûr qu'un militant soit la personne pour faire une vraie revue de presse, comme j'ai pu le faire quand je me sentais beaucoup plus dégagé de tout ça, où je critiquais beaucoup l'Europe, parce que pas croire non plus que j'ai passé ma carrière aussi à faire des émissions sur les institutions européennes, donc je disais Big Band parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais le Brexit m'a transformé en militant et ça me manque énormément la revue de presse, mais je ne suis pas sûr que je pourrais la faire de façon aussi détachée, objective
maintenant après le Brexit. Je suis trop impliqué, trop militant là-dedans. Bon, comme vous avez dit, on vous retrouve donc sur Twitter, @AlexTaylorNews. Thank you very much, Mr. Taylor. You're very welcome. Thank you. Alors Franck, en bon spécialiste média que vous êtes, vous avez également pu rencontrer des personnalités du monde audiovisuel, dont, première personnalité, Philippe Meyer. Oui, grand homme de radio, il a animé pendant quasiment 20 ans l'Esprit public sur France Culture. Désormais, c'est sur le web que vous pourrez le retrouver. Alors avec lui, on a parlé de son aventure radiophonique, mais également ce transfert de la FM à du web. Le transfert qui ne s'est pas fait aussi facilement peut-être qu'il aurait souhaité. Je vous propose de le découvrir à travers cette interview. Bonjour Philippe Meyer. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous sur C'est l'Info. Ancien de France Culture, vous avez animé l'Esprit public pendant quasiment 20 ans. Aujourd'hui, on vous retrouve à la tête d'un podcast, Le Nouvel Esprit public, qui est en partenariat avec le 1. On vous retrouve chaque dimanche en podcast sur iTunes et SoundCloud à 17h. On va parler avec vous de cette passion de la radio. D'où vient-elle ? Du fait que j'étais auditeur, j'étais dans une famille qui n'avait pas de télévision, ce qui était assez fréquent à l'époque, et il y avait un poste de radio, un gros poste de radio, je dois pouvoir dire la marque, elle existe encore, Grundig, qui avait un œil vert, un œil lumineux, qui était un peu comme les trucs des kaléidoscopes, c'est-à-dire que plus on s'approchait de la station, plus les éléments de l'œil vert se resserraient, et quand on avait vraiment atteint la bonne fréquence, là l'œil vert était tout à fait fermé. Et moi j'écoutais enfant, le dimanche après-midi, une émission qui s'appelait La Tribune des critiques de disques. Je ne dis pas que je comprenais tout, loin s'en faut, mais le principe est simple, d'ailleurs ça a été repris des tas de fois, c'était plusieurs versions d'une même œuvre ou plutôt de mêmes extraits d'une œuvre avec des commentaires. Et les commentaires, je ne comprenais pas les commentaires, c'était les commentaires de musicologues, mais j'entendais des voix, des timbres de voix qui me plaisaient beaucoup, qui avaient quelque chose de chaleureux, j'entendais, il y avait une discussion quelquefois un peu tendue, d'autres fois au contraire ils rigolaient, et puis il y avait les différents morceaux qui passaient donc de la même œuvre. Le premier, je m'en souviens très bien, c'était drôle, c'était la première scène du premier acte du Don Giovanni de Mozart, où le commandeur et Don Juan se battent. Et moi, je comprenais tellement peu que je croyais qu'en fait, ils étaient amis. Et en fait, il y en a un qui est en train de tuer l'autre. Enfin, comme ils chantent en italien, je ne comprenais pas spécialement. Mais je me souviens que la première émotion de radio pour moi, c'est de découvrir qu'un même morceau pouvait être joué de façon différente. Et ça, j'ai repris ça, d'ailleurs, quand j'ai fait après, la prochaine fois, je vous le chanterai, où je mettais, dans une rubrique qui s'appelait « À deux, c'est mieux », je mettais 2 versions différentes d'une même chanson, sans commentaire, sans rien, parce que j'étais sûr que les auditeurs, et ça a été très vrai tout de suite, apprécieraient d'entendre 2 versions différentes d'une même chanson. Et du coup, comment on se retrouve à la tête d'une émission comme l'Esprit public sur France Inter ? Je l'ai sur France Culture, c'était l'Esprit public. Pardon. Non, mais j'ai aussi été sur France Inter et sur France Musique. J'ai été dans toute la maison, alors, sauf à France Info et à Radio Bleu. Ce que je regrette d'ailleurs, mais bon, ça sera, on verra. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, comment est-ce qu'on devient ? La vérité, c'est que je ne l'ai jamais vraiment su. Je n'ai jamais vraiment su qui a eu l'idée. Je crois que c'est Jacques Chancel. Parce que un beau jour, je me suis retrouvé, j'étais dans la presse écrite, j'étais à l'Express, et un beau jour, je me suis retrouvé invité par lui, parce que j'avais publié un livre sur le Québec, et qu'il avait comme invité du Grand Échiquier Gilles Vigneault. Et Gilles était devenu un ami, et il a demandé à Chancel de m'inviter à cause de mon livre. Chancel, ça l'intéressait vaguement, mais enfin, il a accepté de le faire. Et puis, j'ai chanté dans cette émission. J'avais chanté dans les couloirs, et en direct, après que nous avions, Gilles Vigneault, Chancel et moi, parlé de mon livre, Chancel a pris un air un peu malin, comme ça, et a dit à Vigneault, il chante lui aussi. Vigneault, il chante, il va nous chanter quelque chose. Et j'ai chanté en direct. Ça l'a amusé, parce qu'il fallait être gonflé ou inconscient. Et puis un beau jour, Chancel en a eu marre de faire le Grand Échiquier tous les jours de la semaine. Il a voulu avoir des week-ends un peu longs pour venir dans les Pyrénées. Et il a décidé qu'il ne ferait plus l'émission de vendredi. Et il a cherché quelqu'un pour le remplacer. Et non pas pour faire son émission, mais pour en faire une autre. Et je lui ai proposé de faire, à l'époque, ça n'existait pas, une émission sur la télévision, que j'ai appelée Télescopage par référence à Radioscopie. Et puis voilà, et puis après, ça a commencé comme ça. Alors,
ça n'a pas été un lit de rose parce que il y a des gens qui ont essayé de mettre fin à ma collaboration dès le début en disant que j'avais vraiment rien pour faire de la radio. Mais enfin bref, je me suis retrouvé à faire d'abord pendant 7 ans télescopage, puis à faire des chroniques le matin à France Inter, tout en prenant une émission à France Culture. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis resté 36 ans dans cette maison. Et maintenant, l'avenir pour vous, c'est le web. Ça fait un petit peu plus d'un an que... Ça fait depuis le 10 septembre. Depuis le 10 septembre, nous avons repris notre conversation hebdomadaire de commentaires de l'actualité. Nous l'avons repris sur le web. Ça s'appelle Le Nouvel Esprit Public et c'est très facile à trouver. On fait www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr et on nous trouve. Et on est en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, diffusé sur iTunes et sur SoundCloud. Et justement, comment s'est passée cette évolution de la FM et à du web? Est-ce que c'est la même manière de travailler ou est-ce que vous avez senti des différences? Est-ce qu'on sent des différences dans la manière de travailler? Je dirais pas ça, parce qu'il faut préparer les émissions de la même manière. La différence, c'est que quand vous êtes dans une grande maison comme Radio France, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez Radio France. C'est-à-dire que vous avez un poids dans l'organisation, mais surtout dans une espèce de poids de responsabilité qui n'est pas votre responsabilité, mais qui est celle de la maison. Je ne sais pas bien comment expliquer ça, mais il faut faire attention à tout ce qui se passe, et c'est tout à fait normal. Ailleurs, il faut faire attention dans le choix des sujets. Là, on est chez nous, donc on est entièrement libre, même d'une chose toute bête, mais à France Culture, pour l'Esprit Public, je faisais des émissions de 59 minutes. Et là, je fais des émissions d'1h04. Pourquoi 1h04 ? Parce qu'au début de chaque émission, je prends 5 minutes pour donner des nouvelles de notre entreprise, comment ça marche, combien il y a de gens qui nous ont aidés. On a quand même reçu 90 000 euros de financement participatif. Il y a plus de 1500 personnes qui ont participé, etc. Et donc, voilà, je peux faire ça. Et rien que faire ça, ça a un côté, je dirais, plus détendu. C'est pas extrêmement tendu en faisant l'Esprit Public, mais voilà. Donc, il y a une différence. Oui, elle n'est pas toujours très facile à décrire, mais il y en a une. Bon, pour terminer, alors notre cher Martin, qui est l'animateur de l'émission, il a trouvé un petit peu sur votre passé que vous avez été prof de sociologie des médias. Oui, j'ai fait à Sciences Po pendant une dizaine d'années. J'ai enseigné à Sciences Po pendant un quart de siècle, dont pendant une dizaine d'années sur les médias et après pendant une quinzaine d'années sur Paris, son histoire et ses problèmes contemporains. Mais oui, j'ai essayé de décrypter pour les étudiants de Sciences Po, dont certains ont depuis fait d'illustres carrières, les particularités de l'histoire du journalisme en France et de ses problèmes économiques, politiques, éthiques. Oui, j'ai fait ça. Et alors justement, quel regard vous portez sur le paysage médiatique français aujourd'hui ? Écoutez, un regard désabusé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la déconfiture de la presse écrite, était malheureusement prévisible et donc éventuellement évitable il y a 20 ans. Mais ça n'a pas été le cas et on voit aujourd'hui une presse écrite, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit hebdomadaire, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit régionale, qui dans la plupart des cas perd des lecteurs et en tout cas n'atteint pas les nouvelles générations de lecteurs possibles sans que ce soit remplacé par quelque chose sur Internet, par exemple. Et il me semble que le combat le plus difficile à mener, il l'a toujours été, mais il va l'être encore plus, c'est le combat de la vérité. Parce que la moindre rumeur, la moindre clameur sur les réseaux sociaux fait que tout à coup, il y a des gens dans les médias, et notamment dans les médias d'information continue, qui s'affolent complètement et qui se demandent s'ils sont dans le courant dominant. Les journalistes n'ont pas à être dans le courant dominant. Ils ont essayé de chercher la réalité, de la décrire, de la faire comprendre et de la donner à réfléchir, à méditer aux gens pour qu'ils décident s'ils s'en contentent ou s'ils veulent la changer. Et là, le phénomène du troll est un phénomène... Vous savez d'où ça vient, le mot troll ? Non, mais vous allez me le dire, je pense. Ça vient de la chasse à courre, figurez-vous. On dit qu'on troll dans la chasse à courre quand on découple les chiens et qu'on les laisse chercher le gibier parce qu'on ne le trouve pas lui-même.
je trouve que l'image est assez jolie. C'est-à-dire qu'on lâche comme ça des trucs, on ne sait pas du tout contre qui, mais ça finira bien par mordre les fesses de quelqu'un ou par attenter à la réputation de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est un phénomène très négatif et je crains qu'il n'intimide un peu trop les rédactions, quelles qu'elles soient. On surveillera ça en tout cas. Alors juste avant de vous quitter, j'aimerais proposer peut-être aux gens qui nous suivent un document que vous avez sorti, Les gens de mon pays. C'est un recueil de rencontres que vous avez effectué un petit peu partout en France, vous qui en avez rencontré des milliers et des milliers à travers vos émissions. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a marqué pendant la rédaction de ce livre ? Oh oui, il y a plein de personnages qui m'ont marqué. D'abord, je suis allé dans des endroits où on va assez peu. Par exemple, je suis allé à Épinal, je suis allé à Vic-Fezensac, je suis allé dans l'île de Groix. L'île de Groix, j'ai rencontré Jo. Jo, c'est un personnage extraordinaire. Il a été mousse sur les bateaux qui faisaient la grande pêche, qui partaient pendant plusieurs mois. Et il avait une passion pour l'histoire de son île. Et il n'arrivait pas à trouver de quoi comprendre comment cette histoire s'était faite. Et donc, il s'est mis en autodidacte, il est allé à la bibliothèque, à Vannes, et il est devenu un historien qui peut discuter avec les plus diplômés, les plus... Voilà, c'est un des personnages, mais je parle aussi d'un maire, enfin d'un ancien maire, parce que maintenant il a rendu son tablier, il a 90 ans bientôt, mais d'un petit village de l'Aveyron qui s'appelle La Croix-Barrès, qui doit avoir 600 habitants, et qui réfléchit à deux choses. D'une part, le métier de bistrot, qui a été le sien à Paris pendant très longtemps, et d'autre part, la fonction du maire aujourd'hui. Et tout ça est fait avec un réalisme et une simplicité qui, pour moi, ça a été un contact extrêmement agréable, mais aussi, pour parler de gens plus modernes, si je puis dire, plus jeunes, une paire de garçons qui ont abandonné, lui, l'entreprise de vélo pour laquelle il travaillait et l'autre, l'entreprise pour laquelle il était directeur commercial, deux amis d'enfance qui se sont associés pour créer une marque de vélo électrique qui s'appelle Moustache, qui fait des vélos absolument formidables, qui ont eu un courage d'entrepreneurs absolument fantastique et qui aujourd'hui sont recherchés, réputés, 5 ans après avoir créé ça. Oui, non, j'ai rencontré des gens, ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas à Philippe Meillat. On vous retrouve chaque dimanche à 17h en podcast sur iTunes et SoundCloud avec le nouvel Esprit Libre. Merci beaucoup. Public, merci. Que ce soit pas libre, mais nous, on est le nouvel esprit public. Merci beaucoup. La star de l'info, Franck Routel-Krief, était également là à ce salon. C'était dimanche matin. Oui, pour parler de sa passion pour le journalisme, elle qui est sur BFM TV depuis le lancement, depuis le 28 novembre 2005. Elle était là pour parler pendant 1h30 quasiment de sa passion pour le journalisme qu'elle exerçait avant sur d'autres antennes. Un témoignage très très intéressant pour tous ceux qui sont passionnés de journalisme. On l'a même vu à travers cette interview. Bonjour Routel-Krief. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste de BFM TV, on en parlait tout à l'heure en off depuis sa création, depuis le 28 novembre 2005. 12 ans, la chaîne. 12 ans que ça dure. On va commencer avec votre passion du journalisme qui date il y a encore plus longtemps. Tout simplement, comment elle est venue ? Je pense que j'ai été baignée un peu d'abord dans les débats familiaux, sur l'histoire, sur la politique. Et puis j'étais curieuse et j'avais envie de savoir tout des coulisses. Et puis j'avais envie de jouer un rôle. Et en même temps, je voulais que chaque matin, quand je me réveille, ce soit différent. Et je trouvais que le journalisme était la seule garantie pour ça. De ne pas m'ennuyer. Alors... Vous êtes éditorialiste, on peut le dire, vous êtes tous les soirs la semaine dans 20h politique, 1 heure avant le 19h Routel-Krief. Quel regard vous portez sur les 6 premiers mois d'Emmanuel Macron ? C'est très intéressant, c'était un exploit qu'il a réalisé et depuis 6 mois, il bouge, il fait bouger la société française. Alors, avec des réactions, mais pour le moment, on a l'impression que les Français sont attentifs. Certains sont un peu inquiets et une bonne partie sont contents que ça bouge et que la France bouge. Donc on va voir, ce sont les premiers pas, mais les 6 premiers mois, pour le moment, c'est un président qui semble très à l'écoute et qui, on le voit, il
il avance et parfois il modifie, il entend les critiques, et il s'adapte. Donc c'est assez intéressant. Et puis il renouvelle évidemment l'image de la France de façon formidable. Après, bon, comme journaliste et comme observatrice, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais Justement sur l'aspect journalistique, les différences de travail peut-être. Oui, alors voilà, il veut mettre et prendre ses distances totalement avec les journalistes. On comprend, il n'y a pas de problème, même s'il faut se méfier de tout systématisme. C'est-à-dire que parfois, il faut quand même qu'il explique un peu plus et qu'il communique plus, qu'il raconte un peu plus ses projets, sa vision. Parce que malgré tout, c'est lui qui a entraîné les Français. Et donc, c'est par lui que ça va passer. Or, parfois, certains peuvent ne pas comprendre vers quoi il veut les emmener. Et donc, communiquer, raconter, répondre aux questions des journalistes, il me semble que c'est très important et que parfois, il n'est peut-être pas tout à fait à ce rendez-vous encore. Mais je pense que c'est en train de bouger. Alors, on va parler de votre aventure chez BFM. Comme je disais, 12 ans que ça dure. Vous avez de nombreux rendez-vous dans la semaine. Il y a également vendredi, Routel Krief, le vendredi vers 21h. Comment vous vous sentez chez BFM après 12 ans? Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude qui se met en place? Non, parce que cette chaîne, elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé. On a démarré avec très peu de moyens. On est aujourd'hui leader, donc tous nos défis ont changé. Au début, c'était d'exister, ensuite c'était de croître, et maintenant c'est de rester au sommet et de s'inventer, de se réinventer régulièrement pour rester leader. Donc vous voyez, les défis changent, les défis diffèrent, et donc en fait on s'ennuie absolument pas. Et puis bon, quand on a la matière de l'actualité, on peut pas s'ennuyer, on est dans le vivant, dans ce qui bouge en permanence. Non, il n'y a pas de lassitude, c'est le moins qu'on puisse dire, non. On ne va pas compter le nombre d'heures que vous avez fait en direct sur cette chaîne, mais est-ce qu'il y a un événement, une interview, un souvenir qui vous a marqué? C'est difficile. Oui, parce que bon, l'année présidentielle a été incroyable. Les débats présidentiels que j'ai animés avec Laurence Ferrari de CNews étaient très intéressants, très forts comme moment. Mais bon, en fait, ça s'accumule, vous voyez, c'est tous les jours. Donc c'est ça aussi pour ça que j'ai choisi ce rythme-là. Parce que si on échoue un jour, on essaye de se rattraper le lendemain. Et donc ça permet d'avancer tout le temps. Bon, dernière question, BFM TV est leader, mais elle est également beaucoup critiquée. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui critiquent BFM et même son modèle, le hard news? Je pense qu'il faut être cohérent, c'est son modèle, c'est-à-dire qu'il est cohérent avec son modèle de direct permanent. Quand il se passe quelque chose, notre nouveau slogan, c'est la chaîne qui est la première sur l'information. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, les gens viennent chez nous et on a donné ce réflexe aux Français qui nous suivent là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de tromperie là-dessus. C'est pas... En revanche, moi j'ai un programme comme Olivier Truchot, comme Alain Marchal, comme d'autres, sur l'analyse, sur le décryptage. Donc on n'est pas que... Et puis il y a des grands reportages, il y a beaucoup de modules qu'on propose qui sont aussi de l'analyse et du décryptage. Donc on n'est pas seulement sur le hard news. En vérité, plus ça va et plus on donne aussi de la réflexion. Donc je leur réponds ça, je leur réponds que les Français en plus nous suivent et qu'on est leader. Donc c'est quand même ça la réponse. Merci beaucoup Routel Krief. Je le rappelle, 19h Routel Krief les soirs de semaine, 20h politique également les soirs de semaine. Et vendredi, Routel Krief. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment, merci. Et alors Franck, vous avez également pu avoir l'honneur de recevoir dans votre petit studio maison Claire Chazal. Claire Chazal qui était là pour parler d'une passion méconnue du grand public. Oui, sa passion pour la danse, elle voulait être danseuse quand elle était petite. Finalement, ses études l'auront menée à la grande carrière de journaliste qu'on a connue sur Antenne 2 et ensuite sur TF1. On est revenu sur cette passion, mais également sur sa grande expérience journalistique pour celle qu'on peut retrouver désormais sur France 5 et sur France Info. On est donc avec une grande dame de l'information, j'ai envie de dire quand même, vous qui nous avez informés pendant plus d'une vingtaine d'années. Bonjour Claire Chazal. D'abord, je continue à informer, merci de le remarquer. C'est vrai. Il faut le souligner, vous êtes tous les jours de la semaine sur France 5 dans Entrée Libre, et puis également le week-end sur France Info dans Soyons Clairs. Et puis aussi à la radio classique le samedi. Oui, je continue à informer, mais en me centrant sur l'actualité culturelle. Donc, évidemment, je n'atteins plus un public généraliste, mais j'essaye de convaincre les gens de venir écouter ce qu'on dit sur la culture. Alors justement, on va y revenir dans quelques instants, c'est ce journalisme. Mais avant toute chose, vous êtes là aujourd'hui pour parler d'une passion que peut-être peu de gens connaissent sur vous, la danse. D'où est-ce qu'elle vient ?
Oh, je crois que j'en ai souvent parlé, bon, mais je comprends que ce ne soit pas vraiment comme ça qu'on me voit tout de suite, bien sûr, puisque je n'en ai pas fait mon métier. Moi, cette passion, elle me vient de l'enfance, et comme beaucoup de petites filles, je suis allée dans des cours de danse, peut-être à l'âge de 9 ans ou 10 ans, et sans doute emmenée par mes parents, mais aussi avec une volonté personnelle, et ça me plaisait, ça m'a plu tout de suite, j'ai suivi beaucoup de cours. J'aurais évidemment rêvé d'être à l'école de danse de l'opéra, mais à l'époque c'était assez incompatible avec les études, la scolarité. Disons que c'était plus difficile. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et évidemment, je baignais moi plutôt dans une atmosphère, j'allais dire, de sérieux et d'atmosphère intellectuelle. Donc j'ai aussi préféré me concentrer sur mes études. Donc je n'ai fait de la danse qu'en amateur. Bon, justement, on va en reparler maintenant de ce journalisme. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été, parce que c'est le thème de cette année, passionné par votre métier de journaliste? Oui, c'était pas du tout une vocation, donc je le précise, puisque moi j'ai fait HEC, j'ai fait des études d'économie, j'ai passé des concours et j'avais pas du tout à ce moment-là, disons en sortant du bac à 17 ans, j'avais pas du tout l'idée que je deviendrais journaliste. Aucun des membres de ma famille n'était journaliste. Je lisais bien sûr les journaux, nous lisions Le Monde à la maison, en tout cas mes parents avec une grande régularité, mais je ne pensais pas. Et dès que après quand même pas mal d'hésitations et de recherches, j'ai trouvé une place dans un journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris, qui était donc un quotidien, comme son nom l'indique, dirigé par quelqu'un de formidable qui s'appelle Philippe Tesson. J'ai su que c'était ce que j'aimais faire et c'est devenu instantanément une passion. Alors, cette passion, vous l'avez exercée, comme je le disais au début, pendant quasiment 30 ans, tout d'abord sur Antenne 2 et ensuite sur TF1. Alors, je précise que j'étais d'abord dans la presse écrite et j'y tiens beaucoup parce que donc, le Quotidien de Paris, c'était un quotidien de presse écrite. Ensuite, je suis allée aux Échos. Donc moi, j'ai vraiment fait mes armes dans la presse écrite car ce que j'aimais, bien sûr, c'était transmettre, c'était chercher l'information, mais j'aimais écrire. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier à ce moment-là. Et j'en ai été satisfaite très vite. J'aimais écrire, j'aimais voir le papier imprimé, j'aimais voir mon nom, mes initiales au bas d'un papier. J'en ai été vraiment... ça m'émerveillait au début. Et donc j'ai aimé le travail de journaliste dans la presse écrite. Le hasard a voulu ensuite que j'arrive à la télévision, mais ce n'était pas du tout une vocation. Alors justement, après donc, cette grande aventure quand même, on le disait, plus de 24 ans au journal de TF1, vous avez dû quitter votre poste pour rejoindre ensuite France Télévisions et France 5 pour commencer d'Entrée Libre. Comment se passe cette nouvelle vie après les JT Oui, j'ai quitté TF1 il y a maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'était évidemment un choc sur le moment, mais ça c'est normal. J'adorais ce que je faisais à TF1, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Je crois qu'on avait aussi des succès, on avait une bonne audience, et puis les choses ont changé. Bon, voilà, ce n'est pas un mystère que c'était contre mon gré, mais c'est ainsi, la vie est ainsi. J'ai déjà eu beaucoup de chance de rester presque 25 ans dans ce média qui était à la fois puissant, sérieux et très libre. Où j'étais vraiment indépendante et dans une rédaction que j'aimais énormément. Et évidemment, tout ça m'a manqué, continue parfois à me manquer d'ailleurs, notamment le direct, qui était quelque chose de très excitant, que j'aimais beaucoup. Mais j'ai eu la chance d'être sollicitée par France Télévisions, et Michel Field, à l'époque, qui dirigeait France 5. Et c'est une chaîne que j'aime énormément, parce que d'abord, c'est une chaîne que je regardais naturellement, c'est une chaîne de la transmission, c'est une chaîne du savoir, c'est une chaîne de la passion, précisément, où tous les animateurs et les journalistes appartiennent à une sorte de famille très cohérente sur le plan des centres d'intérêt, des envies, de la façon de travailler. Donc je m'y sens bien, et je m'y suis sentie bien tout de suite. Et j'ai la chance donc d'animer tous les jours un magazine culturel, ce qui est rarissime, ce qui est unique en France naturellement, mais ce qui est peut-être unique en Europe, et je ne crois pas qu'aux États-Unis, par exemple, il y ait beaucoup d'émissions de semblables. Donc c'est une chance pour moi. Bon, merci beaucoup en tout cas Claire Chazal. Je rappelle, Entrée Libre chaque soir de la semaine sur France 5 et le week-end, soyons clairs, sur France Info. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et également Radio Classique le week-end. Classique, parce que ça c'est une radio à laquelle je tiens, j'y suis depuis 10 ans. Et chaque samedi, je reçois un invité qui lui aussi appartient au monde de la culture, mais au sens large, un écrivain, un metteur en scène, un acteur, un chanteur, bref, un danseur, voilà. Et ça m'a permis de très nombreuses rencontres merveilleuses. Voilà. Merci beaucoup Claire Chazal.
Et bien voilà, donc une belle panoplie d'invités que Franck a pu recevoir à Pau au Salon du Livre. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. C'est la fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer, en particulier Franck, qui était donc avec nous cette semaine et qui a eu l'honneur d'interviewer un certain nombre de personnalités. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un format plus habituel de C'est l'info. Salut à tous.